Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Principales abréviations. Introduction. Les particuliers, qui constituent la clientèle la plus nombreuse des assureurs, sont généralement assez peu informés des spécificités de leur contrat ou police d'assurance, notamment en ce qui concerne les sanctions diverses auxquelles ils peuvent un jour être confrontés. Les sanctions ou pénalités que nous allons étudier sont toutes mesures prévues par le Code des assurances à la suite d'un manquement de l'assuré à son obligation générale de bonne foi ou de loyauté, ou causées par sa négligence, ou encourues, par exemple après sinistre, par son inaction à faire reconnaître ses droits. Les sanctions ne doivent pas être confondues avec d'autres notions, comme par exemple celle de franchise, qui est un abattement, dont le montant est indiqué dans le contrat et que l'assuré supporte sur le montant de l'indemnité de sinistre qui lui est due. Une des raisons de l'existence d'une franchise est que l'assureur, par ce moyen, élimine les petits sinistres qui sont au plus égaux à cette franchise. Il évite ainsi d'alourdir sa gestion. Ou encore, avec la notion d'exclusion contractuelle de garantie. Par cet autre moyen, l'assureur précise dans la police que sa garantie ne sera jamais acquise pour tel type de risque, délimité avec précision et défini formellement dans le contrat. Une nuance doit toutefois être apportée en ce qui concerne certaines exclusions que nous verrons plus loin, et qui interviennent aussi comme des sanctions, faute intentionnelle ou dolosive, absence de permis de conduire en cours de validité, transport de passagers au mépris des conditions suffisantes de sécurité. Les sanctions examinées dans le cadre de la présente étude intéressent la quasi-totalité des particuliers car elles interviennent dans les assurances les plus fréquemment souscrites. Assurance des biens, maisons, appartements, voitures par exemple. Assurance des responsabilités non professionnelles, assurance des dommages que l'on peut par soi-même ou par le fait de ses jeunes enfants causer à autrui par exemple. Assurance des personnes, les assurances vie capitalisation étant sauf exception exclues de cette étude. Afin de demeurer dans un cadre général, n'ont pas été envisagées non plus les assurances du type assurance maritime, fluviale, aérienne, de chasse. Le déroulement de l'étude suivra un ordre simple, c'est-à-dire chronologique. Une première partie traitera des sanctions encourues à l'occasion de la souscription d'une police. La seconde, des sanctions prévues au cours de la vie du contrat et la troisième partie traitera de la sanction opposable à l'assuré en cas d'inaction de sa part suite à un sinistre, c'est-à-dire de la prescription. Enfin, tout au long de l'étude qui suit, il conviendra de ne pas perdre de vue que le Code des assurances a imposé aux assureurs une obligation très importante qui est la suivante, article L112A4. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparent. Mais ne sont pas concernées, toutefois, les nullités, déchéances ou exclusions prévues par une loi impérative, CAS 1er CIV, 1er décembre 1993, RGAT. 1994, page 82 et CAS. Une RCIV, 19 décembre 2000, RGDA. 2001, page 44. Sauf dispositions particulières éventuelles. Il est également très important de savoir que les clauses des contrats proposés par les assureurs aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute, elles s'interprètent dans le sens le plus favorable aux consommateurs ou aux non-professionnels. A. L 133A2 du Code de la consommation et CAS 1er CIV, 21 janvier. 2003, Dallos 2003. J 693 et 2600, CAS 2e CIV, 13 juillet. 2006 numéro 05 18 104, RCEAS, 2006 com. 275 CAS 1er CIV, 22 mai 2008 numéro 05 21 822, Dallos 2008. J 1954. Notes, sont examinées, à la fin, les particularités concernant l'Alsace et la Moselle, mais non celles concernant l'outre-mer. Avertissement. La jurisprudence, c'est-à-dire les décisions rendues par les tribunaux ou jugements et par les cours ou arrêts, joue un rôle considérable en droit des assurances car c'est aux juridictions qu'il revient d'interpréter les textes et de choisir entre différentes solutions possibles. Aussi, sa connaissance est indispensable, en plus de celle des textes législatifs et réglementaires. En outre, elle évolue constamment, ce qui peut donner l'impression d'une relative insécurité,
d'autant plus qu'un revirement, c'est-à-dire le fait d'apporter à un même problème une solution différente de celle qu'on lui avait donnée auparavant, a un effet rétroactif. La solution nouvelle va s'appliquer aux affaires semblables, même anciennes, non encore jugées. À ce propos, le fait que le contentieux du contrat d'assurance ait été transféré de la première chambre à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation entraînera quelques modifications dans les solutions jusqu'à présent retenues, la deuxième chambre pouvant avoir une approche différente de celle qu'avait la première. Exemple, voici ce qu'écrit la Cour de cassation dans un arrêt rendu par sa troisième chambre civile, CAS, 3e CIV, 2 octobre 2002, numéro 01020073, Dallos 2003. J513. La sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence constante, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit. On peut ajouter CAS, 1er CIV, 11 juin 2009, numéro 08-16-914, RC et AS 2009 comme 259. En conséquence, nous avons donné de nombreux exemples tirés de la jurisprudence. Des décisions rendues essentiellement par la plus haute juridiction, la Cour de cassation, qui, il faut le savoir, ne se prononce que sur les problèmes de droit, les problèmes de fait, analyse d'un événement, de ses circonstances, etc., relevant notamment des cours d'appel. Chaque arrêt de la Cour de cassation est accompagné d'une seule référence de publication, pour ne pas alourdir le texte, afin de permettre au lecteur qui le souhaiterait de faire toute vérification, sachant que de toute façon, la plupart des arrêts sont également publiés par le bulletin de la Cour de cassation, par les revues professionnelles et même sur Internet, sur les sites www.courdecassation.fr et www.legifrance.gouv.fr. Pour permettre un accès plus facile, nous avons précisé, chaque fois que cela a été possible, le numéro de référence de l'arrêt. Sanctions encourues à l'occasion de la souscription d'une police d'assurance. Section 1. Nullité de l'assurance souscrite. La nullité d'un contrat d'assurance est une sanction d'une particulière gravité, généralement prononcée après la survenance d'un sinistre, et qui laisse donc l'assuré à découvert, ce qui peut avoir pour lui et les siens des conséquences catastrophiques, incendie de sa maison, dommages corporels graves causés à autrui par exemple. Il convient de rappeler le texte applicable. C'est l'art. L113A8 du Code des assurances, ainsi rédigé pour l'essentiel. Le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. En résumé, il y a donc plusieurs conditions. L'assuré doit avoir eu un comportement déloyal, intentionnel, dans le but de tromper l'assureur sur la nature exacte du risque qui lui a été demandé d'assurer, ce comportement de l'assuré étant sanctionné par la nullité du contrat. 1. Comportement déloyal et intentionnel dans le but de tromper. A. Rappel des obligations de l'assuré. Le Code des assurances impose à l'assuré un certain nombre d'obligations en ce qui concerne la déclaration du risque à assurer, car c'est sur la base de ces déclarations que l'assureur s'engagera et calculera le tarif applicable. Rappelons ce qu'indique le Code. Selon l'art. L113A2, l'assuré est obligé. 1 degré de payer la prime aux cotisations aux époques convenues. 2 degrés de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. 3 degrés de déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné aux 2 degrés ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de 15 jours à partir du moment où il en a eu connaissance. Cet article ajoute que lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard du délai prévu aux 3 degrés ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas
où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. B. Réticence et fausse déclaration intentionnelle. Il convient de rappeler que le fait de savoir si l'on est ou non en présence d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle est laissé par la Cour de cassation à l'appréciation des cours d'appel, ce qui veut dire qu'elle tiendra comme acquise définitivement l'opinion émise par la Cour d'appel si cette opinion est suffisamment motivée. Il peut donc y avoir des divergences d'une cour d'appel à l'autre quant à la conclusion à tirer de situations pourtant semblables, ce qui entraîne une certaine insécurité. Aussi, il n'est pas possible de donner de définition générale de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle. Par contre, il y a lieu de ne pas perdre de vue que c'est l'assureur qui prend l'initiative concernant la nature des questions à poser, notamment dans le formulaire ou questionnaire de déclaration de risque, et leur pertinence pour être, à son avis, suffisamment informé du risque à garantir. En d'autres termes, il ne pourrait reprocher à l'assuré de ne pas lui avoir déclaré un fait qui n'aurait pas été l'objet d'une question, ou qui ne pourrait s'y rattacher. Toutefois, pour se faire une opinion précise sur le risque qui lui est demandé d'assurer, l'assureur a toute liberté de poser des questions même si elles n'ont qu'un lien indirect avec les garanties offertes. Exemple. Il s'agissait d'une assurance décès et invalidité totale et permanente. L'assuré avait faussement répondu à la question de savoir s'il était atteint d'épilepsie, ce risque étant cependant expressément exclu de la garantie. Survient un accident de la circulation qui entraîne un état de démence chez l'assuré. La Cour de cassation énonce ainsi sa position. L'assureur n'est pas tenu de cantonner ses interrogations aux seuls éléments caractérisant le risque qu'il est invité à garantir et l'assuré doit répondre sincèrement à toutes les questions posées par l'assureur pour apprécier ce risque, à défaut de quoi il s'expose aux sanctions de l'article L113A8 du Code des assurances, si du moins, le manquement à cette obligation a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur. CAS 1er CIV, 22 mai 2002, RGDA. 2002, page 686. Pour plus de clarté, il est préférable de distinguer la réticence et la fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat de celle intervenant en cours de contrat. 1. Réticence et fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat. L'assuré doit répondre exactement aux questions figurant dans le questionnaire qui lui est soumis par l'assureur, et à toute autre question éventuellement posée. En cas de litige, il sera recherché si le questionnaire incitait l'assuré à déclarer la circonstance que l'assureur lui reproche d'avoir dissimulée. Ainsi, dans une affaire où une société de gestion de portefeuille n'avait pas déclaré qu'elle faisait l'objet d'une procédure de la part du Conseil de discipline de la Commission des opérations de bourse, la Cour d'appel avait cru devoir annuler la police d'assurance de responsabilité professionnelle de cette société. La Cour de cassation a cassé son arrêt au motif qu'elle aurait dû rechercher si l'assureur avait posé une question qui aurait dû conduire l'assuré à lui déclarer la procédure de contrôle. CAS 2 RCIV, 15 février 2007 numéro 05 20 865, RCEAS, 2007 com. 172. La Chambre criminelle partage également cette position, voire ainsi dans le cadre de l'assurance de responsabilité automobile, CAS, crime 18 septembre 2007 numéro 06 84 807, RCEAS, 2007 com. 374. Il convient cependant de faire très attention, lorsque l'on reçoit la police pour signature, à bien lire les conditions ou dispositions particulières car l'assureur intercale souvent dans celle-ci un passage commençant par « Vous déclarez que etc., etc. ». Cela risquera d'être considéré comme étant des déclarations faites à votre seule initiative, qui vous engageront à partir du moment où vous aurez signé le document, même si aucune question ne vous avait préalablement été posée. La Cour de cassation précise à ce sujet que si l'assuré doit informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L113A8 du Code des assurances, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat, CAS, 2e CIV, 19 février 2009, numéro 07 21 655, Dallos 2009. AJ 810 in fine et Dallos 2009.
J 2788. On trouve beaucoup d'exemples de réticences ou de fausses déclarations intentionnelles, spécialement en assurance automobile. Le mensonge du souscripteur sur ses antécédents, condamnation pénale, suspension de permis, accident antérieur. Le mensonge sur l'usage déclaré du véhicule. Risque promenade déclaré alors que le risque réel est un usage professionnel. Le mensonge sur l'identité du conducteur habituel et sur le lieu habituel de garage du véhicule. Exemple. Un assuré, WB, à l'occasion d'un changement de véhicule, avait dissimulé à l'assureur que ce n'était pas lui, mais son fils, GB, qui était le conducteur habituel ou désigné. Suite à un accident causé par le fils, l'assureur soutient et obtient la nullité du contrat pour réticence intentionnelle, alors qu'il y avait eu changement de l'objet du risque et diminution de l'opinion de l'assureur sur le risque. À noter que le fils avait déjà été responsable de 3 accidents. CAS première CIV, 4 juin 1996, RGDA. 1996, page 605. On peut citer un autre exemple, dans lequel le proposant, le client, avait cru pouvoir jouer sur les mots, pour dissimuler une condamnation. Ainsi, il lui avait été demandé dans le questionnaire s'il avait fait l'objet, au cours des 3 dernières années, d'une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Il avait répondu négativement, en dissimulant qu'un tribunal correctionnel venait de le condamner à une peine de suspension de permis pour conduite en état alcoolique, condamnation dont il avait toutefois fait appel, de sorte qu'elle n'était pas encore définitive. Ce à quoi, il lui a été répondu, attendu que le questionnaire soumis à M. M, ne distinguant pas les condamnations définitives des condamnations faisant l'objet d'un recours, même suspensif, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel, se plaçant à la date de la souscription du contrat, a estimé que M. M avait fait une fausse déclaration intentionnelle. CAS 2e CIV, 29 avril 2004 numéro 0310 655, RCEAS, 2004 com. 235. L'assurance automobile n'est pas la seule concernée. Quel que soit le type d'assurance souscrite, l'assureur a besoin de connaître notamment le passé du risque qui lui est demandé de garantir, que ce risque soit une responsabilité, un bien ou la personne, en cas de risque invalidité, décès, par exemple. Aussi, s'il y a mensonge sur l'existence de sinistres antérieurs, dissimulation d'une résiliation pour sinistre par le précédent assureur, la nullité pourra être encourue. En cas de mensonge sur l'existence de sinistres antérieurs, nous pouvons donner cet exemple. À la question de savoir si l'assuré avait eu des sinistres au cours des 2 dernières années, quelle qu'en fût la nature, cet assuré n'avait pas déclaré qu'il avait eu 2 vols importants, ce qui a entraîné la nullité de sa police. Une multirisque commerçant en l'espèce, CAS, première CIV, 22 janvier 2002, RCEAS, 2002 com. 184. La motivation de l'assuré se trouve habituellement dans son désir d'obtenir une minoration de la prime à payer. Cette attitude est jugée suffisante pour caractériser sa mauvaise foi. C'est ce qu'admet la Cour de cassation. Une mère avait dissimulé que son fils était le conducteur habituel pour obtenir une minoration de la prime, laquelle dissimulation, une fois découverte, entraîna la nullité de la police d'assurance, CAS, première CIV, du 11 juillet 2001, RCEAS, 2001 com. 382. Un autre motif de dissimulation est parfois la crainte d'essuyer un refus d'assurance par l'assureur contacté, spécialement quand il y a eu des sinistres antérieurs. 2. Réticence et fausse déclaration intentionnelle en cours de contrat. La fraude peut aussi porter sur une absence de déclaration, en cours de contrat, d'une aggravation de risque ou de la création d'un risque nouveau. Exemple. Un assuré condamné à 1 mois de prison avec sursis et à 2 mois de suspension de permis pour conduite en état alcoolique, n'a pas déclaré à l'assureur dans le délai de 15 jours suivant la condamnation, ces circonstances nouvelles ayant eu pour conséquence d'aggraver les risques et rendant de ce fait inexactes ses réponses aux questions posées dans le formulaire de déclaration du risque. Cette réticence, jugée intentionnelle, a eu pour conséquence l'annulation du contrat. CAS. Crime, de mai 2001, RGDA. 2001, page 700. En ce qui concerne les déclarations à faire en cours de contrat, c'est l'art. L113-2,3 degrés du Code des assurances qui s'applique, à partir du moment où le contrat a été conclu,
même si la date d'effet des garanties a été repoussée et qu'une aggravation est intervenue entre cette date et la date de la conclusion du contrat. Exemple. Une personne avait rempli un questionnaire de santé en vue d'adhérer à une assurance garantissant un prêt qu'elle avait sollicité. Ayant été informée peu après de sa séropositivité, elle n'en avait pas informé l'assureur. Il lui a alors été reproché de n'avoir pas fait de déclaration, même avant la prise d'effet du contrat, de cette circonstance nouvelle aggravant le risque et qui rendait caduques ou inexactes les réponses figurant dans le questionnaire de l'assureur, d'où la nullité était encourue. CAS 2e CIV, 22 janvier 2004 numéro 02 RCEAS, 2004 com. 117. À ce propos, un autre arrêt intéressant a été rendu le 22 janvier 2009 par la 2e Chambre civile, CAS 2 RCIV, 22 janvier 2009 numéro 07 378, RCEAS, 2009 com. 116 note le Duc. Dans cette affaire, la Cour d'appel avait affirmé que l'omission de la déclaration de la maladie, révélée après le questionnaire et avant la prise d'effet des garanties, caractérise une fausse déclaration intentionnelle entraînant la nullité de l'adhésion. Mais, son arrêt est cassé au motif qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les changements invoqués dans l'état de santé de l'assuré avaient pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux et de rendre de ce fait inexactes ou caduques les réponses apportées au questionnaire médical de l'assureur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Dans sa note, M. le Duc précise: il doit être tenu pour acquis que la déclaration des circonstances nouvelles aggravant le risque révélée postérieurement à la conclusion du contrat relève sans aucune distinction du régime de l'article L113A2, 3 degrés, peu importe la date d'effet des garanties. Par ailleurs, dans une affaire d'aggravation de risque de sinistre incendie où la société assurée avait déclaré que le risque consistait en une salle de gymnastique avec un petit bar sandwicherie, il y avait eu en cours de contrat une modification, organisation de soirées à thème rassemblant jusqu'à 500 personnes jusqu'à 2 heures du matin. Aucune sanction n'était cependant applicable sans avoir préalablement constaté que l'absence de déclaration avait pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites lors de la conclusion du contrat d'assurance aux questions posées par l'assureur. CAS 2 RCIV, 22 janvier 2009 numéro 08 10 294, RCEAS, 2009 com. 117 note le Duc. Selon le commentateur, cette position est excessive car l'aggravation du risque est le fait de l'assuré, lequel n'était pas raisonnablement prévisible par l'assureur au moment de la souscription du contrat. Il en conclut que les assureurs seront contraints de prévoir dans leur questionnaire une question finale destinée à les verrouiller. Par contre, à notre avis, si le cas a été prévu dans les conditions générales, comme devant faire le cas échéant l'objet d'une déclaration d'aggravation de risque, même s'il n'a... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.